Rejoint. Et pour commencer, je vous propose de commencer par une question simple. Pourquoi les achats de formation restent-ils une famille particulièrement difficile à piloter? Bonjour. Alors déjà, avant de rentrer dans pourquoi, c'est peut-être juste reprendre un peu, c'est que c'est un budget qui est de plus en plus challengé par les directions pour deux grandes raisons. Le premier, c'est qu'il n'y a plus de financement. Donc aujourd'hui, l'effort en formation, il est surtout pour les grands groupes à 100% porté par leur organisation. Donc forcément, il y a un regard qui est plus critique sur les dépenses. Et le deuxième sujet, c'est aussi une prise de conscience que la formation, c'est un très bon levier pour l'employabilité de ses propres salariés sur le long terme, et c'est un moyen effectivement de pouvoir avoir des ambitions sur ces sujets, sur ces enjeux, avec des collaborateurs formés. Donc aujourd'hui, ça devient un vrai budget stratégique, là où il y a quelques années, c'était un budget à dépenser, et on se formait un peu en fonction des besoins de chacun. Donc aujourd'hui, il devient stratégique, donc il est de plus en plus piloté, il est de plus en plus analysé, et cette responsabilité, aujourd'hui, elle est sur le responsable formation qui a déjà de très nombreuses missions, qui sont de l'ordre de la pédagogie, de s'assurer que le collaborateur monte bien en formation, et en plus, maintenant, il doit piloter. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas l'appétence du pilotage forcément, et qui pour autant, aujourd'hui, doit le piloter au quotidien. Donc ça, c'est un peu l'écosystème dans lequel se positionne le budget formation, et après, en fait, il est difficile pour trois grandes tendances. Le premier, c'est qu'il est réglementé. Donc comme tout budget réglementé, ça, c'est source d'opportunités, elles sont nombreuses, mais c'est aussi source de contraintes, de compréhension. Aujourd'hui, sont financés que les organismes dits Calliope, donc vous pouvez pas acheter auprès de n'importe qui. Vous avez le CPF, est-ce que c'est finançable, non finançable? Donc il y a déjà toutes ces règles qui sont difficiles en appropriation. Après, le deuxième sujet, c'est que c'est un marché qui est extrêmement fragmenté. Aujourd'hui, vous avez des milliers d'organismes de formation. On part de l'organisme de formation très gros à millions de chiffres d'affaires, à l'indépendant qui s'est lancé, mais qui par contre dans son domaine est la pépite du moment et il faut passer par lui. Et donc en fait vous avez un choix vraiment volumineux. Et à qui le confier en fait? Comment savoir qui est le bon dedans? Et puis surtout savoir quel est le bon prix, parce qu'en fait c'est une typologie d'achat où il n'y a pas de référentiel. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dire une formation management c'est 900 € jour, une formation habilitation ELEC c'est 700 € jour. Non, malheureusement, il n'y a pas en fait. En fonction des ambitions, en fonction du besoin de la montée en compétences, vous allez investir plus ou moins, vous allez aller chercher des innovations pédagogiques qui fait que ça va vous coûter plus ou moins cher. Donc en fait, vous ne pouvez pas, en début d'année, vous dire je dois former 10 personnes en management, ça va me coûter 9 000 €. C'est très compliqué. Et après, la dernière difficulté, mais comme toutes les prestations intellectuelles, c'est que c'est immatériel. Donc, ça ne se mesure pas. Et ça se mesure dans le temps. Et celle-là, d'autant plus, parce qu'en fait, l'achat de la formation, son but final, c'est de faire monter un collaborateur en compétences. C'est pas parce que vous asseyez 14 heures en formation, vous pouvez avoir le meilleur formateur, la meilleure pédagogie, que le lendemain, à votre bureau, vous savez faire. Donc, en fait, le ROI, il est très, très long à mesurer. Donc, forcément, comment arriver à identifier que le formateur qu'on a identifié le jour 1, il a bien permis au collaborateur 2 mois après de maîtriser ses sujets et donc de refaire appel à lui. Et donc, ça sort cette typologie un peu d'achat, ça la dénote un peu parce que quand aujourd'hui, vous achetez par exemple les conseils d'un avocat, vous faites appel à lui pour un licenciement par exemple, globalement, à très court terme, vous allez mesurer l'impact de son activité parce qu'il va faire les étapes et tout ça. En formation, des fois, il faut attendre 5, 6, 7, 8 mois avant de voir le collaborateur avoir acquéri les compétences et d'être monté justement en autonomie sur certaines missions. Donc c'est très long, donc c'est difficile à piloter et c'est difficile à mesurer. J'entends donc plusieurs thématiques, déjà un sujet de sourcing, un sujet de manque de lisibilité ou de comparatif pour lire les prix du marché, et puis cette notion de ROI qui même dans certaines entreprises ne doit pas forcément être mesurée parce qu'on va pas forcément suivre les collaborateurs. Alors aujourd'hui, vu que c'est réglementé, ça a marché, vous devez quand même évaluer la montée en compétences des collaborateurs. Les organismes doivent le faire. Après, la qualité du questionnaire peut orienter ou non la qualité du ROI. Donc c'est très compliqué. Il y a des choses où ça se mesure très vite. Aujourd'hui, quand vous formez un collaborateur à une habilitation électrique, de toute façon, à la fin, il est habilité ou non à pouvoir toucher un tableau électrique. Donc ça, c'est facilement mesurable. Mais sur des compétences transverses, sur l'appropriation des enjeux, aujourd'hui, nos clients, on le voit, ils forment beaucoup au RSE, à la nouvelle génération qui arrive et qu'il faut manager. Ça prend du temps. Aujourd'hui, comment on manage la nouvelle génération, comment on intègre l'IA dans nos quotidiens. Aujourd'hui, ça prend du temps. Donc oui, effectivement, c'est très long. Et les services formation sont-ils suffisamment outillés et accompagnés pour structurer, choisir, puis négocier leurs achats? Sont-ils souvent accompagnés des services acheteurs d'ailleurs?
Alors le premier outil, effectivement, c'est l'humain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, autour d'un plan de formation, vous avez 3 grands acteurs. Vous avez le service formation qui, lui, est là pour guider justement sur les besoins, pour les analyser, pour pouvoir dire à la direction, il faut qu'on tende vers tel et tel développement des compétences. Vous avez les services achats et financiers qui doivent les épauler, parce qu'un responsable formateur n'est pas un acheteur, c'est pas ses compétences, c'est pas son appétence en plus de la négociation. Pour lui, souvent, c'est un peu caricatural, mais c'est un moment qui est complexe, donc il faut qu'il soit épaulé. Et après, au quotidien, vous avez les services comptables qui, eux, vont gérer toutes les factures, tout le référencement de ses fournisseurs. Donc, c'est un écosystème. Les 3 ont un rôle très important. Les 3 peuvent être source un peu de lancer cette dynamique, mais c'est vrai que le premier outil qui peut manquer, et moi, forcément, je le constate parce que les clients que j'accompagne, ils ont des difficultés sur le sujet, c'est qu'en fait, il manque un peu cette huile dans les rouages. Vous avez tout le monde qui a un peu conscience que le budget aujourd'hui, il pourrait être optimisé. Il y a beaucoup de coûts cachés dans un plan de formation et elle vous verra après. Donc, il faut que quelqu'un mette un peu l'huile là-dedans pour arriver à faire travailler ces 3 sources d'informations qui sont clés et pour effectivement lancer une stratégie. Parce qu'il y a un service souvent on oublie un peu quand on parle des achats de la formation, c'est le service comptable. Nous, aujourd'hui, on l'observe dans nos clients grands comptes, le référencement d'un fournisseur, c'est devenu très complexe, très chronophage. C'est plus un SIRET et un RIB, c'est beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, vous avez des services comptables qui mettent des critères à la création d'un fournisseur. Donc, vous avez un service formation qui identifie la pépite, le bon formateur, et vous avez un service comptable qui lui dit « mais en fait, on ne va pas pouvoir travailler avec lui parce que je ne peux pas le référencer ». Donc, c'est d'offrir des solutions pour que... C'est quand même des achats où le but, c'est de faire monter en compétence des gens. Donc, la valeur de l'achat, elle est quand même importante, elle est structurelle pour l'employabilité de l'organisation, mais l'employabilité et la compétence de la France, en fait. Donc, c'est important que cette mécanisme se mette en marche. Et des fois, l'outil principal qui manque, c'est juste de l'initier. Après, on va pas se mentir, il y a encore aujourd'hui des budgets à plusieurs millions qui sont gérés sur des fichiers Excel. Donc ça a ses sources, ça a beaucoup de qualité, tout le monde maîtrise ces très gros fichiers Excel, ça a aussi ses limites. Et donc, des fois, c'est compliqué à piloter parce qu'il y a une particularité aussi, c'est que c'est un budget qui reste très, très longtemps. La part du prévisionnel est très, très importante, en fait. En début d'année, vous avez une enveloppe budgétaire qui vous est allouée, mais 100% est prévisionnel parce que vous n'avez pas encore déployé. En juin, si vous êtes très bon en déploiement, vous avez 60% qui est vraiment engagé, généralement payé, vous avez encore 40% de prévisionnel, donc ce qui est énorme sur des budgets. Et vers novembre-décembre, vous êtes sur le curseur 80-90. Donc c'est pendant 12 mois, parce que généralement on fonctionne en année civile, vous avez beaucoup de flou en fait. Donc piloter avec toutes les difficultés qu'on a déjà abordées, plus le fait que c'est beaucoup de prévisionnel, effectivement il faut une agilité et une connaissance du marché. Et en plus, vous m'en rajoutez une couche en me parlant de coûts invisibles. Qu'est-ce que c'est que ces principaux coûts invisibles et surtout comment on les maîtrise sans dégrader la qualité? Les maîtriser, c'est juste les anticiper et ça, c'est la première règle. C'est vrai que nous, on constate, nos donneurs d'ordre qui sont des services formation ou des directeurs administratifs et financiers nous disent, nous, quand on signe un contrat cadre, c'est-à-dire on s'engage dans la durée avec un partenaire, on va négocier le prix. C'est-à-dire qu'une action de formation, c'est 1400 €, on va la faire passer à 1200 €. Bon, ça, c'est une négociation d'achat classique. La formation, il y a 4 grands leviers et il y a 4 grandes sources d'impact budgétaire. La première, c'est que quand vous signez un accord cadre, généralement, vous vous inscrivez dans le temps. Vous signez avec un partenaire. Il faut que ce partenaire, il s'engage sur l'adaptabilité du programme. Votre besoin aujourd'hui en management, c'est pas le même dans 2 ans. Il faut que l'organisme vous dise, moi, je vais intégrer mon ingénierie à mon coût. C'est-à-dire que dans 2 ans, si tu as une autre problématique, je serai toujours ton partenaire. Par contre, je vais adapter mon programme. Je ne dis pas qu'il va l'offrir. Par contre, je dis que vous allez l'encadrer et donc vous allez pouvoir le budgétiser et maîtriser l'impact. Parce que là, quand vous ne le faites pas, 2 ans après, quand vous allez voir en disant « mais en fait, c'est plus la même génération, c'est encore une nouvelle génération, change-moi le programme », il va vous dire « pas de problème, c'est 10 000 €. Si vous ne l'avez pas prévu, c'est un coût caché qu'il va falloir porter parce que sinon votre programme n'est plus adapté. Et donc un impact budgétaire. Donc ça, c'est le premier, c'est de s'assurer de l'engagement du fournisseur. Un plan de progrès, quelque part. Un plan de progrès il va rester à vos côtés, qui va suivre l'évolution de l'enjeu pour lequel il forme et qui va adapter son programme, pas tous les jours bien entendu, mais aux grandes tendances. Pas gratuitement, mais de façon cadrée, structurée, prévue et anticipée. Exactement, l'idée c'est de savoir combien ça va vous coûter, parce que ça va coûter de l'argent. Et après, vu que vous êtes dans une négociation, au même titre qu'on négocie l'action de formation, vous pouvez aussi négocier l'ingénierie, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de la formation. Donc ça, c'est un premier coup caché parce que quand il tombe, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le porter. Le deuxième, c'est tout ce qui est annulation. Aujourd'hui, un plan de formation, ça se prévoit dans le temps. Un collaborateur, vous lui dites aujourd'hui qu'il va suivre une formation le 8 et 9 septembre. Aujourd'hui, il est disponible.
fin août, il peut vous appeler en disant « En fait, je suis plus disponible, je suis désolée, je travaille sur une chaîne de production, on doit livrer le produit. » Et là, vous appelez l'organisme et l'organisme vous dit « Pas de problème, par contre, j'ai des conditions d'annulation à 30 jours. Donc, tu vas payer 50, 60, 70% de la formation. » Et ça, aujourd'hui, c'est une réalité. Et aujourd'hui, quand un collaborateur peut pas aller en formation, c'est que la nature même de son métier lui permet pas, en fait. C'est pas du confort. Voilà. Donc, vous payez, il est pas formé. Il va falloir replanifier. Donc, en fait, vous payez 2 fois pour une seule formation. Donc, ça, c'est important. Et ça s'organise parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les organismes de formation ont des conditions d'annulation. On les signe, en fait, dans des conventions. Si vous n'êtes pas en accord cadre, vous signez une convention de formation. Ils sont écrits. Mais si vous les négociez pas, vous allez payer. Et c'est pareil pour les reports. Et de par la nature même de ce qu'est la formation et de ce qu'est le quotidien, on sait que c'est de fait un coût qui va venir s'ajouter dans l'année. Ouais. Nous, aujourd'hui, entre les annulations et les reports, parce que c'est vrai qu'en fonction des clients, la barrière est assez mince, sur un plan classique et sur une entreprise où la formation a vraiment du sens. Hein. On ne parle pas d'une entreprise où la formation, on la consomme parce qu'on est obligé de la consommer, c'est entre 5 et 15% d'annulation et de report par an. Parce qu'en fait, il y a une réalité, c'est la production, en fait. Que vous soyez en prestation intellectuelle ou en production, s'il faut livrer un livrable et que vous n'êtes pas prêt, bah, la formation devient secondaire. Priorité au business. Voilà, ça restera. Et aujourd'hui, on l'observe aussi, vu que ces budgets sont de plus en plus challengés, il y a de moins en moins d'annulation de confort, qui est de dire, oh, bah, j'avais dit oui il y a 3 mois, aujourd'hui, en fait, le sujet m'intéresse plus. Ça, aujourd'hui, ça fait partie des leviers qu'ont activé le service formation, c'est que les besoins sont bien identifiés et le besoin de monter en compétence est réel. Donc, vous avez les annulations, vous avez les reports, c'est le même sujet, mais ça s'encadre. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, globalement, les organismes de formation, ils commencent à appliquer des tarifs entre 30 et 25 jours d'annulation ou de report avant la session. C'est des choses qui se négocient et vous pouvez les faire tomber jusqu'à 5 jours, en fait. Donc, ça vous donne, en fait, 20 jours de latitude complémentaire où vous allez ne pas avoir d'impact tarifaire. Parce que là, le ROI, il est nul, en fait. Vous dépensez, vous ne formez pas le collaborateur, il va falloir replanifier. Donc, toute l'énergie que vous avez dépensée à organiser, trouver une date en commune, trouver un lieu, tout ça, ça s'est perdu, il faut le refaire. Donc, ça, c'est un autre ROI. Effectivement. Et le dernier, il est très pragmatique, mais franchement, vraiment, pardon, on dit plutôt, ne le loupez pas, c'est les frais de déplacement. En fait, ça s'encadre. Et on l'a vu, il y a 15 jours, j'étais chez un de mes clients. Il a acheté un gros programme. Il va avoir 100 sessions sur 4 ans. Donc, c'est vraiment un gros programme, un gros partenaire. Il n'a absolument pas structuré ses frais de déplacement. Le premier formateur s'est déplacé. C'était parisien. Donc, il est venu. Il a pris un ticket de RATP. Il l'a facturé. Le deuxième, il a pris un Uber porte à porte à l'aller et au retour. 150 €. Et aujourd'hui, le formateur dit à l'organisme, je n'avais pas de règles. Moi, j'ai estimé que c'était plus confortable pour moi de venir en Uber. Aujourd'hui, des frais pour un service formation, vous ne pouvez pas dire au formateur non, vous ne lui avez pas donné les règles. Donc là, nous, à minima, ce qu'on dit à nos clients, c'est partez de votre propre politique de voyage, voyez ce que vous acceptez pour vos collaborateurs et après challengez-la parce que vous êtes sur des fournisseurs. Mais ça s'encadre parce qu'aujourd'hui, entre un billet d'avion et un autre, ben, vous pouvez payer du simple au triple et pour autant, ben, lui, il est dans son droit et à 9 h, il était au bon endroit au bon moment. Et ça peut paraître anecdotique sur un, mais j'imagine que la masse crée Là, on a pour un de nos clients, alors qui est en région toulousaine et qui fait beaucoup appel à des organismes parisiens, donc forcément, lui, il a déjà